Bonjour, messieurs, dames. Juste, Monsieur Brundu, rappelez-nous un petit peu la naissance, en tout cas, de ce projet. Évidemment, le projet, j'allais dire, d'université populaire. Et puis, on laissera la parole tout à l'heure à René, notamment. Les universités populaires sont une vieille histoire. En fait, les premières expériences d'éducation populaire démarrent au Danemark fin 18e. Et viennent en France ensuite, 19e. Au XXe siècle, commence à bien se développer, notamment au travers des réseaux d'éducation populaire, des syndicats. Mais là aussi, il y a plein d'embrouilles. Les catholiques veulent le récupérer, et puis les catholiques intégristes qui font la guerre avec les protestants. Enfin, ce sont les vieilles histoires qu'on a connues et qui se répètent. Au moment des conflits, des guerres, les universités, bien évidemment, disparaissent. Et puis, fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une volonté de réinstauration de ces universités populaires. Parce que même si les lois de Jules Ferry ont fait bien les choses en proposant la gratuité, c'était la gratuité de l'école enfin, c'est l'école maternelle, l'école primaire. Après, l'école était payante. Absolument. Et donc, il n'y avait pas la possibilité pour les adultes d'accéder à la connaissance et à la culture autrement que si on était fortuné. Comment vous avez-vous, en tout cas, enfin, c'est votre inspiration, mais derrière créer cette université populaire? J'y reviens parce que on est vraiment, malheureusement, on a perdu du temps. Il faut absolument qu'on en parle parce que c'est important. Et on aurait pu, je pense, faire au moins une demi-heure sur l'historique. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. Je pourrais venir une prochaine fois. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va parler de l'actualité de l'université populaire, oui. Il en existe déjà d'ailleurs, voilà. Alors non. Oui, il y a aujourd'hui. En France, il y en a quelques-unes. Il y a une centaine d'universités voilà, populaires qui portent des noms. C'est pas une première en France, il faut le rappeler. Pas du tout. Ces dispositifs s'appellent parfois coopératives des savoirs, échange des connaissances ou université populaire. On connaît Michel Onfray, par exemple, qui fait ses célèbres universités gustatives. Voilà. Michel Onfray, c'est celui C'est un peu ça aussi, voilà, c'est ça. C'est celui qui a médiatisé. Voilà, celui qui a médiatisé. Et aujourd'hui, je ne reconnais plus très bien les orientations de Michel Onfray. Par-delà Michel Onfray, c'est quand même aussi du savoir donné à tout le monde, quel que soit le savoir. Michel Onfray a eu la qualité de médiatiser, de donner envie, à la fois de la création d'universités populaires, car grâce à son action, d'autres universités se sont créées dans la région, et en France également. Et puis donner aussi envie au public de venir participer à ces universités. À Aix aussi, il y a quelque chose, je crois. Voilà, Aix aussi. Et c'est grâce à ma rencontre avec Liliane Zuniga que je vois lundi prochain, puisqu'elle aussi fait la présentation de son programme la semaine prochaine. Aixois. Ouais. Et donc, Eliane me dit, mais pourquoi tu ne crées pas une université populaire à Aubagne? Et voilà comment ça s'est fait. Il n'y en avait pas, donc ça tombait bien là-bas. Grâce aux Aixois. On va dire comme ça. Ça va leur faire plaisir. Il faut leur faire plaisir. Oui. C'est intéressant. Et alors on va rappeler, René Teboul est avec nous. Vous allez être en tout cas, vous êtes intervenant de cette université populaire, maître de conférence, je l'ai rappelé. Pourquoi ce choix-là, en tout cas, d'intégrer ce mode de fonctionnement qu'a créé M. Brundu? Et puis on y reviendra derrière avec la dimension ultra-démocratique et l'accès de l'information à toutes et à tous, parce que vous verrez, il y a des choses vraiment intéressantes. M. Teboul. Alors, Reboul, pardon. Teboul, autant pour moi. Je pense essentiellement que la première démarche, c'est que le système traditionnel d'enseignement était très insuffisant. Il est assez fermé. Voilà, très bien accès au micro, monsieur Teboul, s'il vous plaît. Voilà, Fred vous dit de parler bien dans le micro. Voilà, parfait, impeccable. Et il est très fermé et il y a un certain nombre de questions auxquelles il ne répond pas du tout.
Alors, il y a la question de l'accès des populations qu'on a évoqué, mais il y a aussi la question du contenu même des enseignements. Et là, chez Jean-Pierre, je vais faire quelques interventions sur Marx, sur Karl Marx. Et Karl Marx est un auteur qui est extrêmement négligé, que pratiquement personne ne lit, surtout aujourd'hui. On en parle beaucoup et on le lit peu, c'est ça? On en a parlé quand même à une époque. J'étais étudiant. À une époque, il était très populaire, mais il était très peu lu aussi, je confirme. Il était, quand j'ai commencé, moi j'ai fait un circuit éducatif assez traditionnel, puisque j'ai fait 2 doctorats en économie. Et à l'époque où j'ai fait mes études, c'était tout à fait légitime de parler de Marx. Tout à fait. On trouvait ça intéressant, on était pour, on était contre, on en parlait, on l'enseignait. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui est complètement abandonné. Ah ouais, marginalisé, en effet. Oui, mais alors que nous sommes aujourd'hui dans une crise économique qui est... Sans précédent. Sans précédent et qui est en train de repartir aujourd'hui même, avec une crise financière qui s'apparente à une débâcle et une dépression économique extrêmement forte. Et donc, ça m'intéresse à la fois de parler de choses dont on parle assez peu dans l'université normale, si je puis dire, et puis ça m'intéresse aussi de me frotter à un public qui est pas tout à fait conventionnel, mais qui a envie d'apprendre. Qui n'est pas formaté, donc vous voulez dire un public qui est pas formaté en tout cas au système universitaire, et peut-être qu'un public qui est aussi demandeur peut-être. Oui, et puis il n'a pas un public qui n'a pas les codes, le langage, les éléments traditionnels pour lire, juger, interpréter. Et donc, c'est dans cette démarche qui m'a intéressé. Et j'ai déjà travaillé à l'Université populaire d'Aix. Et donc, où je donnais un peu des lectures d'économie. Et là, je viens de terminer un ouvrage sur Marx. C'est mon 2e sur cet auteur. Qui s'appelle, vous pouvez le dire, hein, n'hésitez pas. Il s'appelle pour l'instant Karl Marx, penseur radical. Et donc j'essaie de de lever un certain nombre de mauvaises informations qu'on a sur Marx. Je donne un simple exemple. Très souvent, on assimile Marx aux économies socialistes des pays de l'Est. Tout à fait. Au communisme, oui. Aux économies étatisées. Et il faut savoir, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que Marx est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de l'État. Donc, les vrais marxistes, si je puis dire, sont ceux qui ne pensent pas en termes de nationalisation, d'intervention de l'État, etc. C'est les Américains, alors. Ils sont même pour l'abolition de l'État. Voilà, dans l'ambition, quoi. Ah non, il n'était pas dans l'ambition. Ses premiers textes de philosophie sont des critiques de la philosophie de l'État de Hegel. Ouais. Et il a toujours suivi ça. Et curieusement, il y a des passages de Marx qui ressemblent à des diatribes libérales, parfois, sur à bas l'État, la bureaucratie, les combines dont l'État se trimballe, etc. Donc ça m'intéressait, cet aspect m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était aussi cette idée chez Marx de dire finalement tout le savoir qu'on connaît, c'est un savoir qui est extrêmement contingent, aléatoire, qui est changeant, qui évolue tout le temps dans le temps. Et particulièrement l'économie. L'économie, pour lui, ce n'est pas un savoir scientifique du tout. C'est même pas une technique, c'est une idéologie qui est au service d'un projet politique extrêmement particulier. Alors ça, c'est évidemment intéressant parce que c'est comme ça que lui, il analyse historiquement la vision des choses. Alors, c'est intéressant, Monsieur Teboul, en effet. Alors, Monsieur Brunju, alors vous avez choisi en tout cas Monsieur Teboul, et on a compris pourquoi, évidemment. Il y a des choses, évidemment. Il avait déjà commencé son cours sur Marx. Son cours est en train de démarrer. En avant-première, c'est une avant-première qui nous met l'eau à la bouche, d'ailleurs, pour en savoir plus.
Exactement. Ça met d'autant plus l'eau à la bouche qu'il y a un regain d'intérêt sur Marx. Moi, en tant que formateur, j'essaie de manière beaucoup moins développée que vous d'avoir des approches avec les apprentis. Et il y a un net intérêt, notamment sur la face cachée de l'économie, sur la plus-value, où des gens découvrent comment Ikea peut réaliser de fabuleux profits, etc. Alors justement, Fred, on va pas rentrer dans le dossier économique. Un dernier élément, Marx, il n'est plus d'actualité parce que je pense qu'il dérange et il continue à faire peur. Je renvoie un peu à le spectre entre le monde. Et je crois que le dernier élément, c'est que le Financial Times, eux, ils ne se sont pas trompés. Ils avaient organisé un colloque sur Marx à Londres parce qu'ils avaient justement besoin de revoir Marx pour comprendre la crise il y a quelques années. Intéressant. Alors, Monsieur Brundieu, on le rappelle, vous avez créé donc l'Université populaire. Parlez-nous justement de cet aspect ultra-démocratique, très humaniste, très social, dans la mesure où évidemment l'Université populaire est ouverte à toutes et à tous, qu'il est évidemment gratuit, ça c'est quand même quelque chose de novateur et d'appréciable. Et sans condition de diplôme. Sans condition de diplôme, donc, que vous ayez le bac. Il faut le rappeler, ça. Et sans diplôme en sortant. Et sans diplôme en sortant. Oui, forcément. On n'y vient pas, ça va de soi. Pas pour la compétition, mais on y vient pour le plaisir d'apprendre. Pour le savoir. Alors justement, Monsieur Brundieu, le plaisir d'apprendre, et j'ai bien aimé cette notion en tout cas, on parle alors c'est vrai, une réelle démocratie de l'information en l'état actuel des choses, et on le sait dans la période dans laquelle on est depuis un certain temps. On nous parle de crise et puis on nous parle surtout de l'orchestration de l'information ou de la désinformation des médias, qui est quand même le 4e pouvoir en France et qui parfois orchestre l'information. Vous essayez en tout cas de transmettre alors une information, j'allais dire, pédagogique, accessible à toutes et à tous. On le rappelle, gratuit, sans condition de diplôme. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Cette notion d'apprendre pour le plaisir, justement, et participer activement à la collectivité. Comment vous définissez ces deux termes-là, et comment vous arrivez à articuler et, j'allais dire, à susciter la curiosité du public. Je crois que l'année dernière, vous avez ouvert en mars 2015, notamment dans le pays d'Aix, dans le pays d'Aubagne, pardon, et de l'Étoile. Il y avait, je crois, 25... c'est 2 heures par semaine, c'est ça? C'était tout à fait. Le mardi de 19h à 21h. Et ça continue là également tous les mardis. Hein. La semaine prochaine, le premier cours. Parfait. Comment vous suscitez la curiosité, en tout cas, de votre auditoire, enfin, par le biais notamment des intervenants comme M. Teboul? Le repère d'Aubagne m'a beaucoup aidé dans la mesure où il y a déjà un public qui vient chercher l'information, qui vient chercher le débat. C'est quoi le repère d'Aubagne pour les auditeurs? Ah oui, voilà. Clarifier un petit rappel. Le repère d'Aubagne s'inscrit dans la lignée des repères qui ont été initiés en 2005. Le repère PAIRE, est-ce que vous coupez? Ouais. C'est pas le repère géographique. Hein. En 2005, par Daniel Mermet, qui disait à ses auditeurs de l'émission Là-bas si j'y suis, vous écoutez l'émission tous les jours, mais après, il n'y a rien qui suit. Donc retrouvez-vous dans un bistrot, dans un resto. Pour débattre, échanger, rebondir. Pour continuer à débattre, pour continuer à vous connaître et à décortiquer les sujets qui vous intéressent. Donc les repères sont complètement indépendants, il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas de programme qui soit établi. Ça se fait également, c'est ce que vous avez créé pour le cinéma, pour le livre également, parce qu'il a créé le repère. Moi, je trouve que cette formule de présentation et ensuite d'échange de débat est une formule excellente que l'on n'a jamais l'occasion de pratiquer, et surtout pas à l'école. Enfin, à l'école ou à l'université, on reçoit l'information, on l'a compris, tant mieux, on l'a pas compris, tant pis. Mais dans tous les cas, on n'est pas capable, enfin, on n'a pas la possibilité de débattre de l'information que l'on vient de recevoir. Et donc ça, c'est mon ambition. Comment interpréter au final l'information, puisque parfois elle est lancée de manière brutale, et puis on a du mal peut-être à décortiquer, à analyser, et du coup parfois on est peut-être aussi paumé pour certains qui allument leur radio, j'espère qu'ils écoutent Radio Galère 88.4, mais ou pour ceux qui allument leur poste de télé, mais parfois quand l'information tombe, si on n'a pas derrière une sorte de recul, j'allais dire intellectuel, sans être très, très prétentieux, peut-être qu'on ne prend pas la bonne information et qu'ensuite on est peut-être formaté. Vous rappeliez à l'instant que l'information, c'est le 5e pouvoir, et ce pouvoir est tenu par le monde de la finance. Donc on ne peut pas espérer que ces gens-là nous donnent une autre information que l'information qui les intéresse. Voilà, ni même nous parler de Marx. Surtout pas, c'est un gros mot. C'est une grossièreté. Non.
Et donc, ma volonté, c'est vraiment de déconstruire cette pensée unique qui nous est imposée toute l'année, toute la vie, et quel que soit le média que l'on reçoit. Et ce qui est encore plus ahurissant, c'est que le citoyen aujourd'hui me semble complètement amorphe et endormi, et ne va pas chercher l'information où elle peut exister, ne va pas confronter deux informations qu'il a reçues. Il se contente de la première, il est gavé, il rentre à la maison, il va se coucher. Et donc c'est cette vie citoyenne qui, moi, ne me convient pas. Bien sûr. Mais disons, j'y mets un petit bémol. Enfin, je partage votre analyse, mais vous ne pensez pas que justement, grâce à vous, grâce à Daniel Bermé, grâce à un ensemble d'acteurs, il y a un réveil de la vie citoyenne qui n'est pas à la hauteur des enjeux, ça je vous l'accorde complètement, mais il y a quand même un réveil. Je dirais que Internet, derrière ses dérives et ses limites, ça a quand même permis, pour une minorité, de retrouver le chemin de l'esprit critique, de comparer les informations, etc. Je trouve qu'il y a un réveil quand même. Même si, effectivement, il n'est pas à la hauteur par rapport à ce qu'on nous assène. Ça je suis d'accord. C'est vrai, il y a un réveil citoyen, mais je continue à croire que nous ne sommes pas encore assez nombreux je partage, à secouer pour redonner les cartes, pour établir la situation. Et je trouve encore davantage qu'il n'y a pas suffisamment de public qui vient se nourrir de cette information différente, de cette connaissance différente. Absolument. Moi, ce qui me plaît à l'Université populaire d'Aubagne, c'est que la plupart des intervenants interviennent sur des sujets qui ne sont pas les sujets pour lesquels ils ont donné les cours toute leur vie. Alors, quelles sont les matières, justement, qui seront abordées à l'Université libre d'Aubagne ? Pas libre parce que c'est très connoté, vous le savez mieux, pas libre, vous le savez comme moi. Populaire, oui. C'est une université populaire. Populaire. Bon, on enlève le mot libre. Oui, parce que allez, quelles sont les matières qu'on peut... Cette année, nous abordons 7 matières avec 13 conférenciers pendant 35 soirées. Et ces matières sont la philosophie politique, l'histoire, l'économie, l'ergologie, ça c'est intéressant. L'économie politique, l'ergologie. Donc l'ergologie, c'est d'où vient et où va la connaissance, quoi. C'est le côté un peu scientifique aussi de la chose. C'est comment ça marche dans nos cerveaux. Ouais, j'ai vu aussi Histoire des religions. Histoire des religions. C'est intéressant parce que les religions, en ce moment, on en parle beaucoup. Et c'est Daniel Goudard qui est un économiste. Qui fait les cours sur l'histoire des religions. D'ailleurs, si vous nous le permettez, M. Brondy, on aura l'occasion peut-être avec vous et de pouvoir inviter un des... Alors, on a M. Teboul aujourd'hui, c'est très bien, mais notamment sur l'histoire des religions. Exactement. D'avoir... un partenariat avec Radio Galère est nécessaire entre le Pays d'Aubagne et... Alors, moi, je vais poser un bémol. Oui, et on donnera... Alors, M. Teboul, vous avez la possibilité de réagir, évidemment. Vous n'êtes pas obligé, qu'on vous donne la parole, évidemment. Je pense c'est pas comme à l'école, on prend la parole ici. Voilà, on aurait pu faire 1 heure. Juste rappeler, un petit bémol, en tout cas, je ne suis pas là pour contester, parce que je suis évidemment partie prenante. Moi, il me semble que ces 2 heures-là, pourquoi ne pas multiplier justement... Alors j'imagine que ça coûte peut-être de l'argent et que c'est du temps, mais c'est les moyens, 2 heures c'est ça. Par semaine, donc mardi 19, 21 heures, les 2 heures me semblent appropriées dans la mesure où ceux qui ont fini le travail peuvent venir le soir. Pourquoi seulement 2 heures en tout cas, alors qu'on pourrait peut-être 2, 3 peut-être soirées ou après-midi par semaine. Est-ce que c'est envisageable en tout cas selon vous? Ça serait pas peut-être plus accrocheur? Ça serait l'idéal, bien sûr. Plus accrocheur peut-être. C'est une de mes ambitions que d'avoir des cours tous les soirs. Il faut quand même que je vous dise que j'ai galéré pendant plus de 6 mois pour trouver un lieu qui accepte d'accueillir l'Université populaire. Oui, ça il faut le rappeler. Là on rappelle le lieu, vous êtes à la 4 avenue Gooms à Aubagne. Surtout quand il y a eu le changement de municipalité. Dans le lycée Joliot-Curie, où le changement de municipalité et de direction de l'agglo n'a pas simplifié les choses. Je crois pas, non. Mais il m'a fallu 6 mois pour trouver un lieu qui accepte de recevoir l'université populaire. C'est un lycée alors qui vous accueille. Ouais, l'éducation nationale, comment le fait pour ouvrir ses portes alors? Parce que c'est particulier ça. De manière très intéressante, et malheureusement ça n'est pas connu non plus. Alors dites-nous un peu. On est là pour savoir justement. Le gouvernement de la région, donc le conseil régional, a écrit à tous les établissements qui sont de sa tutelle pour recommander la mise à disposition des locaux
au monde associatif et au monde extérieur à l'éducation nationale. Ah, ça, c'est une information qu'on ne connaît pas. Ça, c'est important de le dire. Et donc, il y a déjà le Greta qui donne des cours. Donc, le Greta n'est pas un système dépendant de l'éducation nationale. Un peu, quand même. Un peu, parce qu'il en reçoit les financements. Fred, il en sait quelque chose. Mais c'est pas un système qui dépend... c'est vrai, totalement, oui. Complètement, qui n'est pas souché sur le ministère de l'Éducation. Et donc, il y a quelques structures qui profitent de ces mises à disposition, mais à mon goût, pas assez. Ce qu'il faut faire, il faut en faire une demande au chef d'établissement. Comment ça se passe alors? Oui. D'accord. En fait, c'est le chef d'établissement qui en décide, et ensuite, je signe demain la convention pour l'année 2015-2016, qui est une convention tripartite entre l'établissement, le conseil régional et l'association Le Repère d'Aubagne, qui est l'association qui est porteuse du projet de l'éducation de l'université populaire. Excellent. Monsieur Teboul, un mot justement sur ces enjeux. On parle de démocratie, on parle d'ouverture d'esprit, de cette notion de participer activement à la collectivité. Vous avez un rôle quand même important en tant qu'intervenant. Moi, je crois que pour rebondir sur ce qui a été dit, je crois que quand même, il faut dire qu'on profite aussi de l'effondrement des formes de diffusion d'informations et de savoir institutionnalisées. On a parlé de la puissance du quatrième pouvoir tout à l'heure, mais qui est vrai, qui balance une information aseptisée, mais elle est de moins en moins suivie et de moins en moins crédible. Donc il y a avec les universités populaires, tout à l'heure on a fait allusion à Internet. Internet, il y a tout et n'importe quoi dedans. Et donc on va trouver des blogs très intéressants qui permettent de retrier l'information, de la triturer dans un sens, dans un autre. Et certains blogs sont extrêmement suivis. Donc il y a tout un mouvement qui profite de l'effondrement des formes institutionnalisées, que ce soit les partis, l'éducation ou l'information. Et il y a quelque chose qui se cherche. Donc on est dans une société qui est en crise, c'est pas une nouveauté que de le dire, et donc tout le monde se cherche. Les partis sont plus crédibles à l'heure actuelle. C'est une période transitoire, on est dans une période transitoire, on ne sait pas sur quoi on va déboucher, mais on est dans une période transitoire. Ce qui est très intéressant, parce que c'est passionnant à la fois. Moi, je le vois sous cet œil-là. J'encourage les formes d'université populaire à vraiment se développer. Et effectivement, je rejoins le vœu d'Anthony, aussi votre vœu que ça se fasse tous les soirs. Parce que l'inconvénient d'Internet, c'est qu'effectivement, la période transitoire, elle ouvre effectivement des espaces de recherche et les blocs que vous avez dit, mais elle ouvre aussi des blocs qui sont plus ou moins fallacieux. Quand on voit la néfaste influence de M. Soral, bon, là, on est à Radio Galère, on est à Radio Engagé, il y en a beaucoup d'autres, je peux le dire. C'est très nauséabond, quoi. Voilà. Mais c'est de l'information quand même. Savoir qu'ils existent, c'est de l'information. Il faut le voir aussi sur ce côté-là. Mais c'est une manière c'est une manière de réifier que les gens s'éduquent aussi. Exactement, c'est une manière aussi. On peut combattre ces sites-là. Il faut les connaître pour les combattre aussi, voilà. Voilà, il faut les connaître aussi. Et à l'université populaire, on a les moyens de débattre, de confronter, pour pouvoir les connaître de manière critique. Tout à fait, puisque pendant les 2 heures qui règlent l'université populaire, il y a 1h15 de cours, d'intervention du conférencier, et ensuite 45 minutes de débat avec la salle. C'est ça qui est important, c'est ça qui est aussi vraiment intéressant et qui c'est le débat qui est très intéressant aussi, voilà. Qui amène un côté ultra démocratique. Dans ces universités populaires, en tout cas depuis cette année au Bagne, il y a à la fois des gens qui n'ont aucune connaissance des sujets qu'ils viennent aborder. C'est votre public, ça, justement, qui en ont déjà la connaissance. Et donc c'est intéressant de pouvoir assister à cette confrontation des idées. Et dans la confrontation des idées, je travaille depuis le mois de juin à la création de l'Institut international d'échange des savoirs. Alors c'est quoi ça? Un petit mot. International, comment ça va se passer alors? Ce dont j'ai envie, c'est que ces universités populaires ne soient plus des universités locales, ou mais nationales, des universités internationales.
C'est-à-dire que l'on puisse avoir des intervenants du monde entier qui viennent participer à des cours, ou bien avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, faire Internet, par exemple. Des soirées en direct avec 2, 3, 4, 10 pays, pourquoi pas. Avec des écrans géants où il y a plusieurs intervenants. Exactement. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Intéressant. Peut-être qu'un jour, il va falloir me lobotomiser parce que j'ai au moins une idée toutes les 3 minutes. Monsieur Brunju, juste... Déjà, si vous faites l'information en live, ça n'allait pas être lobotomisé, mais télétransporté en Sicile ou ailleurs. On fonctionne avec, dans l'air du temps, mon cher Fred. Tu as bien raison. Un mot, Monsieur Brunju, sur la journée de lancement. Enfin, demain, il y a un mouvement qui se crée, et puis nous rappeler la rentrée scolaire au final. Demain, c'est la soirée de lancement où j'aurai le bonheur de présenter à la fois les intervenants, à la fois le programme, mais aussi de laisser la parole au proviseur qui nous reçoit et bien sûr à toutes les personnes présentes qui voudront intervenir. Capacité d'accueil pour les 80 personnes pour l'instant. Ça tourne à une trentaine, c'est ça en ce moment, oui, on a, depuis le mois de mars, on avait entre 30 et 50 personnes. 80 étudiants on pouvait accueillir alors. Ah oui, mais sans problème. S'il en est besoin, je saurais pousser. Ça peut aller plus. Ah, oui, et au niveau des âges, c'est vraiment... Tout le monde peut venir. Monsieur Brundu, au niveau des âges, on peut avoir des jeunes, des moins jeunes. J'ai même vu, je crois, j'ai été vraiment... Des personnes âgées, me semble. J'ai été ravi. C'était au mois d'avril, me semble-t-il. Un jeune qui est en formation continue et qui est en train de préparer un CAP de chaudronnier, qui est venu assister à un cours de philosophie. Et pour moi, ça c'est formidable. Ça, c'est formidable. Ça, c'est la réussite de l'université populaire. Tout à fait. Et si en plus il découvre Marx, alors ça... Alors là, nous avons tous gagné, et surtout Marx. Voilà. Allez, un mot sur la soirée de lancement, monsieur Brunel. Du coup, alors, les horaires, peut-être. Le lieu. Le 8 septembre, donc mardi prochain, nous aurons la chance de démarrer le premier cours de l'université populaire Voilà, parfait, comme ça. Le premier cours de l'université populaire avec René Tauboul qui est présent ce matin avec moi et qui nous parlera de Karl Marx. Donc l'accueil se fait à partir de 18h30 et de 19h à 21h, nous échangerons avec René Tauboul et Karl Marx. Excellent, donc c'était en première... Est-ce qu'on peut avoir la programmation de ce qui va se passer dans l'année? Est-ce qu'il y a un endroit sur Internet ou une publication qui vous envoie toute la programmation pour qu'on puisse choisir peut-être on n'aime pas entendre parler de Karl Marx, on a peut-être envie d'entendre parler d'autres choses, comme ça peut-être chacun vient à la carte. Est-ce qu'on peut venir à la carte par exemple? Absolument. Voilà. On vient quand on veut, il n'est pas besoin de s'inscrire. Et il existe un site qui est le site de l'Université populaire d'Aubagne, uppae.fr. À retenir donc. Hein. uppae.fr, sur lequel très prochainement seront mises en ligne les vidéos des conférences de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi à la fin de chaque séance, les vidéos de toutes les soirées. Donc, même on pourra les reconsulter, ça veut dire en replay, comme on dit. Absolument. Voilà. Et si on ne peut pas venir, on peut encore se nourrir au travers d'Internet et des vidéos. Excellent. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur les ondes de Radio Galère pour évoquer l'université populaire. Il faudra merci à monsieur Brundu et monsieur Tauboul. En effet, court. c'est ce que j'allais dire, mon cher Fred. Malheureusement, on a eu un petit souci. On a perdu pratiquement un petit quart d'heure. Bon, ça arrive. Et puis on t'entend très mal, Anthony, à ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a ton micro, mais voilà. Il y a une petite défaillance. Bon, en tout cas, le retour son est bon, mais c'est peut-être en studio. Voilà, le retour sur la radio est bon. Je reviendrai. Ouais, on a je reviendrai d'autant volontiers que j'ai vu à l'entrée, affiché sur la porte, atelier d'échange des savoirs. Exactement, oui. Et donc je viens quand vous voulez pour échanger sur les savoirs, mais bien évidemment... Avec vos intervenants aussi. Bien évidemment. Mais on aura l'occasion, et nous on s'engage en tout cas, Radio Galère, tout simplement de vous suivre en tout cas sur les projets et les mouvements que vous allez développer, puis notamment... Et annoncer vos cours aussi. Inviter vos professeurs, vos maîtres de conférences, comme on l'a fait ce matin avec M. Tauboul, qu'on remercie, pour par exemple Histoire des religions, évoquer une thématique précise. Ça permettra de faire un éclairage sur l'université populaire et nous également de débattre sur des dossiers avec un spécialiste. Merci messieurs, et évidemment vous aurez l'occasion de revenir pour qu'on donne plus de profondeur, tu fais bien de l'évoquer Fred, à ce dossier-là qui est un dossier intéressant. Merci, bonne journée, bonne rentrée messieurs, et puis on vous dit à bientôt en tout cas sur les ondes de Radio Galère et peut-être à bientôt à l'université populaire. Merci à vous.
Voilà. Merci. Merci, monsieur Teboul. Voilà, notre émission touche à sa fin. Bonjour, messieurs. De Koutchev qui était venu visiter le lycée. C'était un vrai événement. C'est vrai, le chef d'État de l'Union soviétique était venu dans les lycées. Tout à fait, qui était venu voir comment se faisait l'éducation en France. Alors pour revenir à mes origines, donc des origines populaires, c'est le moins que l'on puisse dire. Mon père était chaudronnier et ensuite il était épicier de quartier. Donc c'était vraiment des gens du peuple. Et puis, comme je dis depuis longtemps, je suis né dans un ruisseau et je n'avais pas d'autre solution que de monter sur le trottoir. Et pour y arriver, il a bien fallu que j'aille m'affronter à ceux qui avaient pris quelques longueurs d'avance parce qu'ils étaient bien nés ou parce que leur famille était fortunée. Donc ça a été un combat pendant longtemps, d'autant que le système éducatif tel qu'il était proposé ne me convenait pas. Déjà à l'époque. Ouais, déjà. Il fallait voir la composition sociale du lycée Nord, monsieur, pour vous le dire. Et mon père, qui avait pour fétiche celui qui portait la cravate, souhaitait que je devienne ingénieur. Et donc j'ai essayé de lui faire plaisir et je suis rentré à ce qui était à l'époque à Saint-Barnabé le lycée technique des métiers de l'électricité qui préparait à l'école d'ingénieurs de Saint-Barnabé. Et puis là, je ne me suis pas du tout entendu avec notamment celui qui était mon prof de dessin industriel et que je devais supporter 12 heures par semaine. Et donc grâce à lui, j'ai quitté le système éducatif très très vite et j'ai arrêté les études à 16 ans et j'ai commencé à travailler à 17 ans. En Allemagne notamment, je crois. Ah non. C'est un peu plus tard ça. Ah oui, l'Allemagne, ça c'est quand je suis allé faire mon service militaire. Mais à 17 ans, j'ai commencé à travailler chez Casino. Je travaillais chemin du ruisseau Mirabeau, dans le frigo qui servait à la préparation des commandes, et je posais des pots de yaourt toute la nuit dans des caisses pour livrer les magasins le lendemain. Oui, évidemment. Donc j'ai un parcours qui est un peu atypique et qui est un parcours de lutte et de conquête et de victoire, puisque je suis complètement autodidacte. Le seul diplôme que je possède, c'est le certificat d'études primaires. Mais j'ai eu plein de chance parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. C'était au collège, un prof de dessin qui était aussi prof à l'école des Beaux-Arts nous avait proposé, à qui le voulait, d'aller travailler avec lui à l'école des Beaux-Arts. Et c'est comme ça que pendant 2 ans, j'ai pu fréquenter cette école où j'étais complètement satellisé, que je n'étais pas dans cette démarche. Mais oui, parce que les Beaux-Arts, c'est destiné normalement à une autre classe sociale. Tout à fait. Exactement. Puis moi, je n'étais pas un artiste. J'avais l'ambition de l'expression, mais je n'avais pas de qualité de peinture ou de le côté ou de artistique. dessin. Voilà, ça n'existait pas à la maison. Les seuls disques qui existaient, la seule culture dont on disposait, c'était un disque de Charles Aznavour ou de Dario Moreno. ou des chansons classiques italiennes. Même pas. Alors, mission, on va rentrer dans le cœur. Oui, pardon, on va rentrer dans le cœur du sujet. Déjà, ça fait déjà 7 minutes qu'on est en antenne. Juste, monsieur, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été fidèles à Radio Galère. Merci encore une fois, monsieur Bruinju et monsieur Teboul. Tout de suite, la programmation musicale à partir de 11h pour les amoureux de la littérature, livres et amis, présentés par Odile et Christine. Midi 30, on a tout simplement les amoureux de l'Amérique latine avec Iverel. Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée. 13-14, article 25. Bonne journée à toutes et à tous. Et évidemment, restez fidèles au 88.4. À bientôt, mercredi prochain. Même date, enfin pas même date, mais en tout cas même lieu, même jour, la semaine prochaine à partir de 8h. Au revoir. Merci à l'équipe, évidemment.
à dire pour Radio Galère. C'est pas bon, tu risques de... À fond, Radio Galère. Si, c'est super. Ah, c'est du tonnerre. C'est du tonnerre. Bon. Radio Galère. Aux quatre coins de Marseille. Radio Galère. 88.4. Radio Galère. Connu de tous les Marseillais. Radio Galère. Depuis 1984 et pour toujours, pour votre plus grand plaisir. Question marks stretched across her skin. She dangles carrots, makes you feel embarrassed.